Dans Méditerranéo cette semaine, nous irons à la rencontre de restaurateurs d'œuvres d'art qui redonnent à Venise toute sa splendeur. Nous voguerons ensuite au cœur du sanctuaire Pélagos, une zone dédiée à la protection des mammifères marins. Nous terminerons notre voyage en Bosnie-Herzégovine, un paradis pour les amateurs de nature et de sensations fortes. Venise et sa lagune sont inscrites au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO depuis 37 ans. Des trésors fragiles entretenus dans l'ombre par des petites mains qui redonnent tout leur éclat au chef-d'œuvre de la Sérénissime. « 6h30. Venise se réveille. La Sérénissime, pour l'instant déserte, est effleurée par les premiers rayons du soleil. Derrière les portes closes du célèbre Palais des Doges, encore fermé au public, les pierres semblent revenir à la vie sous la caresse des pinceaux de ces deux restaurateurs d'œuvres d'art américains. Ces colonnes datent du XIVe et XVe siècle. À l'origine, elles étaient sur la façade du Palais des Doges. Comme vous pouvez le voir, il y a de nombreuses fissures. Je suis là pour les nettoyer, les dépoussiérer et faire des rapports pour suivre leur état et pour qu'on puisse les conserver au fil des ans. À l'abri des regards, dans les coulisses du palais, avant l'arrivée du public dans ce lieu qui est l'un des plus visités d'Italie, Jonathan et son apprenti remontent les siècles. En tête-à-tête avec l'histoire, sous l'œil des chefs-d'œuvre d'autrefois, ils effacent les cicatrices du temps. Avec respect et discrétion, ils redonnent une nouvelle vie aux sculptures, colonnes et statues en pierre abîmées par les années, la pollution ou les intempéries. Il ne s'agit pas seulement de réparer, mais de faire renaître les splendeurs de Venise. C'est une ville de pierre qui a surgi de la lagune. Quand j'étais petit, je rêvais de découvrir Venise. Et aujourd'hui, je vis un rêve éveillé depuis 25 ans en étant ici et en travaillant sur ces œuvres d'art incroyables. C'est l'opportunité d'une vie. Grâce à mon métier, j'ai accès aux coulisses. Je peux pousser des portes habituellement closes et rentrer dans des espaces comme ici, où on entrepose tout ce qui va être restauré à l'abri des regards. C'est vraiment unique. Ce joyau d'architecture gothique concentrait l'essentiel des pouvoirs politiques et judiciaires. C'était aussi la résidence des Doges qui se sont succédés à la tête de la puissante République de Venise pendant plus de 10 siècles, jusqu'en 1797. Le Palais des Doges incarne le rayonnement de Venise, son histoire, son génie, sa gloire. Ici, tout est recouvert d'or, de chefs-d'œuvre. Tout est gigantesque, majestueux, grandiose. Comme cette salle, aux dimensions vertigineuses, 53 mètres de long et 25 de large. Nous nous trouvons dans l'une des salles les plus grandes qui existent en Europe. C'est la salle du Grand Conseil. Derrière moi, il y a le Paradis peint par le Tintoret. C'est une œuvre qui reste dans l'histoire aussi bien pour sa taille immense que parce qu'elle est l'une des dernières expressions artistiques de ce grand peintre. L'édifice et ses trésors sont scrutés chaque jour par les équipes de la directrice scientifique. En plus des petits travaux d'entretien et de dépoussiérage, de plus grandes interventions sont programmées régulièrement sur place. Le Palais des Doges a accueilli en 2023 plus d'1 million de visiteurs. Le Palais des Doges est un lieu iconique. Il abrite des tableaux d'artistes importants qui ont marqué la culture, l'évolution de la peinture et l'histoire de l'art à l'échelle internationale. La conservation permet à ce patrimoine de dialoguer encore avec le présent.
La ville de Venise est elle-même un chef-d'œuvre architectural fragile, en perpétuel chantier. La cité des Doges a survécu aux incendies, aux dégradations, aux assauts de l'eau présente partout, au passage des siècles. Pour protéger ses trésors et pour qu'il continue de raconter son histoire, la Sérénissime peut compter sur de petites mains qui travaillent dans l'ombre. Francesco a 28 ans. Il a ouvert en 2021 à Venise son atelier de restauration d'œuvres d'art spécialisé dans le bois. En ce moment, avec sa petite équipe, il redonne de l'éclat à des candélabres du XVIIIe siècle. Venise est une ville qui a la chance d'avoir bien plus de musées que ce que l'on croit. Parce que de nombreuses maisons de particuliers sont de véritables musées. Très souvent, on m'apporte des œuvres d'art de certains palais ou provenant de collections privées. Je travaille aussi pour des antiquaires ou des collectionneurs. Et des musées publics me sollicitent afin de faire des travaux de restauration ordinaires ou extraordinaires. Francesco n'a pas le regard tourné seulement vers le passé. Il transmet déjà son savoir-faire aux plus jeunes générations. Oui, dis-moi. Sur cette partie, je dois enlever ce qui recouvre la dorure ou on laisse ça comme ça? Oui, il faut tout enlever ici car le bois en dessous restera visible. J'ai appris le métier dans un atelier et dans une école spécialisée. Ce savoir-faire se transmet de génération en génération. Ce sont des techniques anciennes. C'est d'une certaine façon un devoir pour nous les jeunes de préserver ces connaissances que nous avons reçues et de les transmettre à ceux qui viendront après nous. Venise a surgi de la lagune il y a près de 1600 ans. Au cœur d'un labyrinthe de canaux, les bâtiments du centre historique s'appuient sur des pieux de bois profondément enfoncés dans une couche de sable argileuse. Cette ville à fleur d'eau est particulièrement vulnérable face au phénomène que l'on appelle ici l'acqua alta, pour désigner les montées des eaux causant des inondations. L'un des épisodes les plus dévastateurs a eu lieu en novembre 2019. L'eau salée a envahi la basilique de la célèbre place Saint-Marc, dont les coupoles et les murs sont recouverts de mosaïques dorées et de marbre. Le sel contenu dans l'eau a fissuré les pierres et a peu à peu grignoté le marbre qui a commencé à s'effriter. Des salariés d'une entreprise vénitienne de restauration d'art sont en train d'intervenir sur les plaques de marbre endommagées dans le vestibule de cette église de style byzantin. Vous devez imaginer que l'Aqua Alta montait à peu près à 1 mètre de haut. L'eau arrivait jusqu'à ce niveau-là, mais elle provoquait aussi des dégâts sur les parties plus hautes. Par exemple, là on voit un trou qui a été causé par le sel. Les plaques de marbre sont retirées une à une et amenées à côté de la basilique, où l'entreprise a installé un chantier couvert éphémère sur la place Saint-Marc. Ici, les plaques de marbre sont plongées pendant près d'1 mois dans des bassins d'eau purifiée pour dissoudre le sel contenu dans les pierres. L'eau provient de cette machine qui sert à la filtrer. À l'intérieur du bassin, nous avons une eau totalement pure qui permet d'extraire tout le sel contenu dans le marbre. En moyenne, il faut compter 4 cycles de désalinisation et chaque cycle dure 1 semaine. 1 fois par semaine, nous mesurons la concentration en sel dans le bassin et on change l'eau jusqu'à ce qu'elle ne contienne plus du tout de sel. À la fin de ce processus, l'eau doit être extrêmement pure. Une fois débarrassées du sel, les plaques de marbre originales sont ensuite repositionnées à l'endroit exact où elles étaient dans la basilique, à la façon d'un puzzle géant. Cette entreprise vénitienne travaille dans toute l'Italie et mène une 40aine de chantiers de restauration en même temps dans tout le pays. Mais Venise reste l'endroit le plus difficile où intervenir. Venise est une ville compliquée. Comme la ville est sur l'eau, toute la partie logistique est très complexe, car tous les déplacements se font par les canaux. Ici, nous n'avons pas de route, pas de camions, nous avons des bateaux. C'est le seul moyen de transporter tout le matériel. Peu d'entreprises ont la capacité logistique pour affronter de tels chantiers. L'entreprise mène aussi un autre chantier,
juste en face de la basilique et du palais des Doges. La mythique place Saint-Marc a été également impactée par l'Acqua Alta en 2019. C'est le point le plus bas de Venise et donc le plus fragile face à la montée des eaux. Cette opération de sécurisation et de restauration des parties endommagées de la place est estimée à près de 2,7 millions d'euros. Mais le chantier est allé plus loin. Il a permis une découverte inattendue. Les travaux ont révélé les vestiges d'une ancienne église vénitienne, un secret bien gardé sous les pieds des passants. C'est beau de se dire que dans cette ville où il y a tant à découvrir, on peut encore faire de nouvelles découvertes. C'est fascinant. Grâce au travail mené par la surintendance de l'archéologie, il a été possible de découvrir ce qui se cache sous les pavés de la place Saint-Marc. Des fouilles archéologiques ont permis de retrouver les fondations de la vieille église de San Gemignano. Ce moment a été absolument unique. Venise n'a de cesse de révéler de nouveaux trésors et de défendre un patrimoine unique au monde qui se dresse depuis 1600 ans au cœur de la lagune. La Méditerranée est peuplée de créatures fascinantes et mystérieuses, les mammifères marins. Pendant 3 semaines, une mission scientifique est partie à leur rencontre dans le sanctuaire Pélagos, pour mieux les connaître et les protéger. Chacune de nos journées commence aux aurores. Ce matin-là, nous recevons la visite d'un groupe de dauphins bleus et blancs, facilement reconnaissables à la flamme blanche que l'on peut voir sur leurs flancs. Quand on observe des jeunes et ou des nouveau-nés dans un groupe, ça va nous apporter différentes informations, notamment sur la période de reproduction en fait, de l'espèce. Là, en octobre, donc, si on a des jeunes qui ont moins d'1 an, ça nous donne de l'information sur à peu près quand est-ce qu'ils sont nés. Ça nous donne surtout aussi l'information qu'il y a des jeunes dans cette zone. Donc c'est une zone qui est assez importante, qui va être aussi riche pour que la mère puisse s'alimenter correctement et pouvoir nourrir son petit. Les dauphins bleus et blancs sont l'une des 8 espèces de mammifères marins que l'on retrouve toute l'année au sein du sanctuaire Pélagos. Parmi ces espèces, on retrouve également le rorqual commun, le cachalot ou encore le grand dauphin. Contrairement aux autres cétacés du sanctuaire, le grand dauphin est régulièrement présent à proximité des littoraux. Un habitat partagé entre l'homme et l'animal qui permet aussi d'observer leurs interactions. Quand on est en observation des cétacés, on va noter donc les activités humaines qu'il y a autour. Ça va être plutôt surtout les bateaux qui vont interagir en fait avec les dauphins afin de voir un peu quel est le comportement des animaux. Est-ce qu'il y a de l'indifférence, est-ce qu'il y a de l'attraction ou plutôt de la fuite? Et c'est pour voir un peu justement quel est l'impact que les activités humaines peuvent avoir sur eux. Est-ce que le comportement change? Est-ce qu'on les dérange vraiment? À quel point? Sur le bateau, une journée entière se résume parfois à scruter l'horizon et la patience est une qualité indispensable pour les observateurs que nous sommes. Toutefois, certaines rencontres peuvent faire s'évanouir ces longues heures d'attente en quelques secondes, à la faveur d'un souffle ou d'une nageoire aperçue au loin. On vient d'observer 2 baleines avec de cuvier, donc espèce très rare. C'est la première fois qu'on en voit, au moins là, cet équipage-là, donc trop content. Je les vois plus. C'est une espèce qui peut rester jusqu'à 3 heures sous l'eau, donc c'est vrai que de les voir en surface, c'est assez rare. Détentrice du record d'apnée et de profondeur chez les cétacés, la baleine à bec de Cuvier peut plonger jusqu'à 3000 mètres de fond. Lorsqu'elle remonte à la surface, elle est particulièrement furtive, ce qui la rend difficile à observer. Autant chercher une aiguille dans un champ d'oursin. Bien qu'éphémères, ces rencontres apportent de précieuses informations. Grâce aux photos prises par l'équipage de l'expédition, il est possible de reconnaître les individus à l'aide de marques distinctives comme les taches et les cicatrices. Ces données seront croisées avec celles obtenues au cours des précédentes missions.
Les scientifiques pourront ainsi mieux comprendre les déplacements des baleines et identifier les différents groupes qui vivent au sein du sanctuaire. Les moments partagés avec les cétacés sont souvent brefs et selon les espèces, ils peuvent être extrêmement rares. Pour en apprendre plus sur ces animaux discrets, il faut parfois redoubler d'inventivité et tendre l'oreille. Le bateau est à l'arrêt, donc les moteurs coupés, parce qu'on fait une écoute hydrophone. Donc, c'est-à-dire qu'on veut écouter tout ce qu'il y a comme bruit sous l'eau. Et le cachalot sert bien des canyons pour chasser, parce que quand il va envoyer ses clics, ça va faire des ondes qui vont se répercuter sur les calamars, sur les roches, et comme ça, en fait, il arrive après à localiser ses proies. En surface, ces géants des mers ne nous donnent accès qu'à une infime partie de leur vie. Mais grâce à l'hydrophone, nous parvenons à capter des moments privilégiés. Dans le noir complet, à près de 1000 mètres de profondeur, les cachalots chassent. Mais les clics ne sont pas toujours audibles pour les scientifiques. Très souvent, l'hydrophone est saturé par des bruits parasites. Là, ce qu'on entend, c'est le bateau qui est le gros porte-conteneur qui est en train de passer à moins de 1000 mètres de nous. On entend le bruit de la cavitation des hélices. Autant dire que s'il y a des cétacés, c'est assez compliqué de les détecter en plus de ce bateau. Un brouhaha assourdissant et incessant dont nous avons pu être les témoins tout au long de la mission. La menace la plus sérieuse, et qui n'est donc pas à négliger, c'est la pollution sonore. Parce qu'il faut savoir que les cétacés, en fait, ils se servent de la communication, de vocalises, du son donc, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir s'alimenter. Toute leur vie, en fait, est dirigée par le son. Donc dès qu'on a une pollution sonore, qu'on a trop de bruit sous l'eau, de par les bateaux qui passent, de par des essais, par exemple, militaires, etc., ils vont être impactés, ils vont plus pouvoir communiquer, ils vont plus pouvoir s'alimenter. À court terme, la menace qui est la plus importante et qui est vraiment impactante pour les cétacés, ce sont les collisions, parce que c'est un impact létal. Au-dessus de 10 nœuds, donc à peu près 20 km/h, une collision entre un navire et un grand cétacé, c'est létal et ils vont mourir. C'est la première cause de mortalité d'origine anthropique pour les grands cétacés dans le monde, en Méditerranée et aussi dans le sanctuaire Pélagos. Amputé de sa nageoire caudale et après une longue agonie, le grand rorqual Flucker est devenu l'un des symboles de menaces d'origine anthropique. Mais combien d'autres cétacés ont été victimes de collisions, de filets abandonnés ou de captures accidentelles sans avoir été filmés ou sans s'être échoués à la vue de tous? Combien ont disparu sans que nous prenions la mesure de l'hécatombe? Les menaces qui sont moins visibles et qui peuvent aussi avoir un impact à court terme, mais aussi à long terme, c'est tout ce qui va être les pollutions plastiques, notamment les microplastiques, et aussi les pollutions chimiques, biologiques. Bien qu'elles soient souvent peu visibles, les menaces qui pèsent sur les mammifères marins sont nombreuses et de plus en plus préoccupantes en Méditerranée. Des mesures sont déjà mises en place pour établir une cohabitation pérenne entre les hommes et les mammifères marins. Afin de limiter les collisions entre les cétacés et les grands navires, 39 bateaux ont été équipés d'un dispositif de surveillance. Donc là, on a le système REPSET qui est installé à bord de ce bateau. Donc on va voir la position du bateau ici à Bastia et le point d'arrivée, donc qui sera ici à Marseille. Là, on voit qu'il y a des observations précédemment qui ont été enregistrées. Donc par exemple, ici, on a un rorqual. Donc il y a un individu qui a été observé le 29 septembre à 9h54. Et quand nous, avec le bateau, on va arriver à proximité de cette zone-là, on va avoir une zone de vigilance avec un cercle rouge qui va s'afficher autour, où on devra faire encore plus attention à la présence des cétacés, donc soit éviter la zone, soit réduire notre vitesse. Une meilleure protection des cétacés passera également par l'action de tous. Sur le port de Bastia, nous avons donné rendez-vous à l'association Mare Vivus, une association de protection de l'environnement. Aujourd'hui, la mission des bénévoles consiste à sensibiliser les passants à la problématique de la pollution plastique. On est dans le cadre d'un projet
au sein du sanctuaire Pélagos, donc qui est un accord international. Et ces deux thématiques-là, de pollution plastique et des cétacés, qui sont des espèces mobiles, qui ne connaissent pas les frontières. Et le plastique, c'est pareil, en fait, il se retrouve en mer et en fait, il va partout et il ne s'arrête pas à un pays. Au cours de la mission Explore Pélagos, nous avons navigué sur plus de 200 miles nautiques, soit environ 400 km. Nous avons pu observer 363 cétacés, dont 52 grands dauphins, 305 dauphins bleus et blancs et 6 baleines à bec de cuvier. 194 bateaux en navigation ont été recensés. Et nous avons ramassé et identifié 116 déchets flottants à la surface, de nature et de provenance très diverses. Un mélange d'aventures humaines et de missions scientifiques, réunis dans une quête insatiable de curiosité et de protection du vivant. Ils sont juste devant. Contrairement à la Croatie ou au Monténégro, la Bosnie-Herzégovine reste encore ignorée des touristes. Le pays ne manque pourtant pas d'atouts avec la moitié de sa surface couverte de forêts et ses paysages sauvages. Sur le plateau de Kuzi, à plus de 1200 mètres d'altitude, ce matin-là, Matej, guide local, accompagne Antea, photographe, en excursion. Tous deux recherchent un animal bien particulier. À certains moments de l'année, par exemple en été, ils se rapprochent des points d'eau, ils recherchent l'ombre. S'ils ont assez d'eau, ils sont plus haut dans les collines. Parfois, il faut conduire longtemps pour réussir à les trouver. Quand il y a du vent, ils se cachent. Ça crée de l'adrénaline d'essayer de les rechercher. Eux, ce sont les chevaux sauvages. Nous sommes en plein cœur des Balkans, pourtant ces montagnes de l'ouest de la Bosnie prennent un air d'ouest américain, avec ces dizaines de chevaux en totale liberté. Allons par là. Ce spectacle, cette nature, ont poussé notre trentenaire bosnienne, passionnée de grands espaces, à se mettre à la photographie. Ce que je préfère, c'est prendre les portraits des chevaux sauvages. On a l'impression qu'ils posent constamment. Ils sont beaux, sauvages, libres, on ressent leur force. Ils sont apaisants. Presque chaque semaine, le guide monte sur les contreforts du mont Shinkar pour accompagner des clients ou se ressourcer. À force, il commence à connaître le caractère de certains des équidés. Il a même donné un nom à quelques-uns. Tu vois celui-là? Je l'appelle Scar, car il a une cicatrice sur la jambe arrière gauche. C'est comme ça que je le reconnais. Il a probablement été blessé lors d'un combat avec un autre. Il y aurait seulement 3 pays dans le monde avec autant de chevaux sauvages. L'Islande, la Mongolie et Livno en Bosnie. Ici, c'est idéal pour eux. Ils ont assez d'eau, de nourriture, d'herbes. La nature est à l'état originel. C'est calme. Si je ne vous parle pas, on entend juste la nature. La Bosnie-Herzégovine est un des États d'Europe avec le plus de réserves d'eau. Le pays est parsemé de lacs et de rivières. Ces kayakistes bosniens sont bien décidés à en profiter au maximum. Eh les gars, on y va, même si c'est un peu calme. Allez, c'est parti. Chez eux, dans la ville frontalière de Bihac, une rivière tumultueuse serpente, un ancien site de compétition de kayak, leur terrain de jeu,
pour repousser leurs limites. Et par exemple rester le plus longtemps à contre-courant en surfant une vague statique. On est tous les jours sur l'eau. Et si on ne fait pas de kayak, on campe. Et si on ne campe pas, on fait un barbecue. C'est une communauté. Le but est de s'amuser entre amis. Une amitié soudée grâce à une nature encore préservée. Méditerranéo, c'est terminé pour cette semaine. Rendez-vous très bientôt pour de nouveaux reportages en Méditerranée.